Eh bien c'est parti. Vu que c'est la première vidéo, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder. Aujourd'hui j'ai un Word tout simplement sur lequel j'ai mis les grandes lignes de la réflexion qu'on va parcourir ensemble et qui va me servir à prendre les notes. Je vais noter tout ce qu'on va se dire ensemble là pour que vous puissiez après coup vous en servir dans votre coin et l'adapter à votre projet. Ce sera très simple, je vous expliquerai à la fin, vous nous filerez votre mail et on vous enverra tout simplement le contenu de ce petit fichier. C'est la première vidéo, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis sur est-ce que vous m'entendez bien, sur la qualité de la vidéo, si ça vous plaît aussi, hein, c'est vraiment le but de faire quelque chose qui vous soit utile. Et donc sans plus attendre, on y va. Donc aujourd'hui, vous en êtes à où ? On est dans un cadre de projet, on aide les gens à faire leurs éléments de A à Z. Aujourd'hui, vous avez défini vos besoins, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire « Tiens, je veux un terrain pour faire construire ma maison, je veux un appart de 50 mètres carrés à rénover, je veux un appart de 150 mètres carrés à rénover. » Vous avez défini vos besoins. D'accord ? Ce sera l'objectif d'une autre vidéo et le contenu d'un autre chapitre. On vous présentera ça très très vite. Donc vous avez en tête ce que vous voulez faire et vous dites « Tiens, combien ça va me coûter tout ça ?» Et c'est compliqué, on ne sait pas forcément à qui s'adresser, on se dit tiens je vais peut-être appeler un constructeur mais vous pouvez que faire confiance, donc voilà, l'idée c'est qu'on vous donne aujourd'hui tous les moyens de pouvoir chiffrer et d'avoir vos premier budget par vous-même. Bien sûr, notons que faire chiffrer un constructeur de maison individuelle quand vous avez votre terrain ou faire directement chiffrer un maître d'œuvre pour estimer une rénovation, ça marche aussi. Oui, tout à fait, avec quelques petits points de vigilance. Si vous faites chiffrer des entreprises sans avoir au préalable travaillé vous-même sur votre budget dans votre coin, eh bien vous ne serez pas capable de dire assez cher, assez pas cher. En fait, il vous faut impérativement, pour vous, un point de référence. Savoir, je m'attends en fait à telle enveloppe de budget en fonction de la qualité, en fonction de la taille, en fonction de ce que je vais faire comme travaux. C'est ce qu'on va faire ici. Bien sûr, vous pouvez appeler un maître d'œuvre pour le faire passer, ça va des fois plus vite, mais quelques réflexes sont à voir si vous décidez de prendre cette voie. Le premier, c'est toujours 3 passages minimum. 3 passages, 3 entreprises, on va dire. 3 entreprises. On ne se contente pas d'avoir un seul avis. Quand on veut faire construire une maison, on ne se contente pas de faire appel à un seul constructeur. On va en chercher 3. Plus, c'est bien, mais 3, ça permet de se dire, tiens, j'ai le prix haut, j'ai le prix bas, j'ai le prix moyen, j'ai ma fourchette. Posez les questions, renseignez-vous tout simplement sur les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, quelles sont les valeurs qu'ils ont, est-ce qu'ils ont Google, ça donne toujours des bons avis. Donc renseignez-vous sur le prestataire, c'est toujours bien de savoir d'où ils sortent et ce qu'ils font. Demandez des détails. Quand je dis demander des détails, on va dire demander des détails sur l'offre. Et je vous explique tout de suite. Quand vous faites passer un maître d'œuvre, un archi ou une entreprise pour rénover un appartement, disons 50 mètres carrés, la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec un devis forfaitaire ou alors avec un peu de détails. Typiquement, on va vous dire, tenez, pour vous rénover ça, là, c'est ce studio, j'en ai pour 30 000 euros, j'en ai pour 20 000 euros, j'en ai pour 15 000 euros, mais vous avez rarement le détail de j'ai tant de mètres carrés de placo, j'ai tant d'électricité, tout simplement parce que vous faites passer quelqu'un alors que le projet n'est pas défini. Par contre, cela n'empêche pas d'aller les chercher, de leur demander un maximum de détails, qu'est-ce qu'ils ont prévu, comment ils ont fait leur chiffrage. C'est important, tout simplement parce que ne pas obtenir de détails sur un chiffrage, c'est la porte ouverte à avoir des plus-values cachées, en fait, du surplus. Donc l'idée, c'est d'avoir des budgets qui soient éclatés pour que vous soyez à même de dire si c'est précis, cohérent, et puis honnête, pour ne pas se le cacher. Donc voilà, si j'ai 3 grandes lignes à vous donner, c'est celle-ci. Toujours 3, renseignez-vous et demandez des détails sur l'offre au maximum. Ok ? Parce qu'il y en a qui vous enverront balader et puis c'est tout à fait légitime, ma foi, parfois. Maintenant, on va rentrer directement dans le budget. Comment on détermine son budget ? Eh bien, on va prendre 3 grandes catégories. La première, c'est le terrain, quand on va faire des constructions neuves, ou dans le cas de rénovation, ce sera l'achat. La deuxième, ce sera les travaux. Combien coûtent mes travaux en fonction de ce que je veux faire ? Et le troisième, ce sera les frais annexes, le truc qu'on oublie tout le temps et qu'on a en tant que surprise. Voilà. Donc on va passer, selon que votre projet soit une construction en rénovation, l'ensemble de ces points en revue et mettre des petits chiffres en place parce que c'est quand même un peu l'objectif de cette vidéo. Donc, le terrain ou l'achat à rénover. Vous pouvez noter, aujourd'hui, vous pouvez vous faire un tableau, en fait, tout simplement. Un tableau où la somme de votre budget, voilà, le budget total égale 1 plus 2 plus 3.
Ça va, l'addition, on va s'en sortir. C'est parti. Donc le terrain ou l'achat à rénover. Vous voulez faire construire une maison, vous allez devoir trouver un terrain, vous l'avez cherché par le bon coin, par plein d'éléments. On a une autre vidéo qui arrive sur justement quoi regarder quand on cherche un terrain, parce que là aussi il y a du job. Donc le cas d'achat d'un terrain, vous mettez tout simplement le prix du terrain. Voilà. Vous le mettez, vous souciez pas aujourd'hui des frais de notaire, des viabilisations, toutes ces choses-là, on en parle après. Là vous prenez le prix du terrain tel que vous l'avez trouvé sur l'annonce, et vous le mettez là. Bam, ça c'est fait. Cas de la rénovation, ici vous allez indiquer le prix de l'achat de l'appartement à rénover ou de la maison que vous avez trouvée à rénover. Donc prix de l'achat pour la maison, bâtisse en général, ou appartement à rénover. Aujourd'hui je prends des notes simples, après je remoulinerai, je le mettrai en forme pour que vous ayez quelque chose après qui soit sympa, plus ludique à lire qu'un simple fichier Word, mais... de toute façon, de vidéo à vidéo, avec vos retours, je pense que je préciserai la manière dont vous donnera l'élément. Le but n'est pas que ça dure non plus trop longtemps, mais de faire quelque chose qui soit simple et efficace. Bien, maintenant, on va passer au coût des travaux en tant que tel. Pour déterminer le coût des travaux de votre projet, on va fonctionner par des estimations au mètre carré. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, j'ai une maison de 100 mètres carrés, en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve, comme vous pouvez le voir, on va prendre un prix qui va être différent. Et je vais faire 100, parce que j'ai 100 mètres carrés, fois les prix indiqués dans la catégorie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'à ce stade, vous avez beau avoir défini vos besoins. Je veux une maison de 100 mètres carrés à tel endroit, avec peut-être des critères très précis à l'intérieur, mais vous n'avez pas défini votre projet. C'est-à-dire que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de matériel choisi. Tout ça n'est pas fait. Ça va venir plus tard et il n'y a pas de problème. Mais vous avez quand même besoin de définir votre budget au départ. Donc, on fonctionne avec des coûts travaux au mètre carré. On fait ça parce qu'on n'a pas de conception, mais besoin d'une première estimation. Déjà qui va pouvoir donner le go no go, enfin qui va vous servir à plein de choses. On va faire trois catégories, trois grandes catégories. On pourrait en faire plein, on pourrait affiner l'élément, mais à ce stade, c'est pas nécessaire. Encore une fois, l'objectif, c'est pas non plus de passer 3 semaines à essayer de faire une estimation, mais d'avoir quelque chose de rapide que vous puissiez faire dans votre coin assez simplement en quelques heures. La catégorie numéro 1, c'est, j'ai envie de dire, de l'économique. Voilà. De l'économique pour les plus petits budgets, tout simplement. On a besoin de tout. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, ma priorité, c'est d'avoir du mètre carré, quitte à pas délaisser, mais à pas aller se mettre bien, trop, sur les finitions. Je n'irai pas mettre du recarrelage 1 mètre par 1 mètre, je vais rester sur du 45-45. Je n'irai pas mettre du plancher chauffant partout, et surtout à l'étage, mais j'aurai recours à des radiateurs. Je ne vais pas aller chercher une performance de maison passive, je vais être à la RE 2020 classique. Donc voilà, on reste sur du fonctionnel, mais standard, ok? Je ne sais pas écrire aujourd'hui. Petite précision, ce coût au mètre carré est obtenu avec un projet. Vous avez un projet technique fait, vous allez voir des entreprises en artisan et vous avez ces prix moyens qui arrivent au mètre carré. Donc on parle vraiment purement des travaux. On ne parle pas des honoraires de l'architecte, on ne parle pas de la marge du constructeur, on ne parle pas des viabilisations potentielles de terrain, tout ça on en parle juste après. Là on se concentre uniquement sur combien va coûter en coût travaux constructifs votre maison au mètre carré. Ok ? Catégorie numéro 2, j'ai envie de dire, c'est la maison standard, la plus courante. C'est-à-dire, on se fait plaisir, on va chercher quand même, on fait la maison qu'on veut, on va se faire plaisir sur les finitions, mais on ne tombe pas dans la démesure. Voilà. On satisfait toutes nos envies sans tomber dans les mesures. On peut soit se mettre un corcalage, soit notre priorité c'est de l'isolation, soit notre priorité c'est l'impact environnemental et donc on va faire un peu plus attention quand on choisit l'environnement, les matériaux, pardon. Donc voilà, c'est en gros, on peut y aller. C'est grosso modo ce budget-là si vous avez un budget, une condition classique sur lequel il faut partir. Okay ? De manière générale. Donc, satisfaire à ses envies. À toutes ses envies, hein, c'est quand même... quand on est sur du 2000 € au mètre carré, c'est déjà de la bonne baraque. Voilà. Sans tomber dans la démesure, tout simplement. Ok ? Et le troisième, c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas envie de dire luxe, mais quand même, hein, quand on commence à construire une baraque à 2500 € en coût travaux au mètre carré, c'est qu'on peut y aller sur les finitions. On peut y aller sur les finitions, on peut y aller sur performance. J'ai marqué départ parce qu'il n'y a pas de limite. Donc on va appeler ça le début du luxe. Voilà. Est-ce nécessaire? Ça, je laisse à votre interprétation. Voilà, je ne suis pas là pour... je vous donnerai mes avis plus tard, mais c'est un démarrage.
Maintenant, nous allons parler de la rénovation. La rénovation, à savoir qu'elle est plus spécifique dans la mesure où on doit composer avec un bâti en place. D'accord ? Donc ce sera des résultats qui seront beaucoup plus personnalisés en fonction des contraintes liées à l'habitation déjà existante. Ok ? À noter cependant qu'on va fonctionner selon la même typologie, c'est-à-dire qu'on va définir 3 grandes catégories, ce qui est largement suffisant à ce stade d'avancement du projet. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les critères pour se retrouver dans l'une ou l'autre des catégories de rénovation. Je vous propose qu'on avance. Tout d'abord, on aura la rénovation dite légère. Une rénovation légère est une rénovation qui se concentre sur les finitions. D'accord ? Les finitions, c'est ce que vous voyez à l'œil nu, mais sans aller sur la technique, sans aller sur de la démolition, sans aller sur la reconstruction, réagencement. C'est de la finition. Concrètement, ça veut dire qu'on va reprendre toutes les peintures du logement, qu'on va reprendre les peintures plafond-mur, qu'on va potentiellement remplacer les sols. À noter que par remplacer les sols, j'entends poser par-dessus et non pas venir démolir l'intégralité, refaire le support et refaire un sol. À noter par contre que pour poser par-dessus un sol, on a le droit qu'à 2 couches maximum et c'est sous certaines conditions. Par exemple, on ne pose pas un carrelage sur un sol souple. Ce que nous vous conseillons, c'est de conserver ce cas de poser un sol par-dessus un autre, essentiellement quand vous êtes sur un sol rigide, à savoir sur un carrelage. Je vous préciserai tout ça dans le rapport. Pour en revenir à nos moutons, donc cette rénovation dite légère se situe dans une fourchette de prix de 300 à 500 € au mètre carré et elle se concentre sur les finitions, ce qui est visuel. Donc c'est une rénovation et on va enlever le gras, ce sera mieux. Rénovation se concentrant sur les finitions. Par finition, on entend sol, mur et plafond. Entre parenthèses, les peintures. On ne va pas démolir des cloisons et les refaire. À la rigueur, peut-être une, ça passera dans ce budget. On ne va pas non plus intervenir sur tous les lots techniques. Pas ou peu d'intervention sur les lots techniques. Si vous changez quelques prix, ça ne va pas être le bout du monde. Par contre, si vous voulez changer le tableau, on changera de gamme. D'accord ? Voici pour la rénovation légère. Ensuite, on a la rénovation dite totale ou complète. La rénovation totale ou complète, c'est de se dire que j'ai un appartement de 50 mètres carrés, je débarque dedans, rien ne me plaît, rien ne va, l'agencement des pièces ne convient pas, les radiateurs grippins ne me conviennent pas, tous les sols ne me conviennent pas, et donc on va, comme son nom l'indique, refaire totalement l'agencement, la rénovation de cet appartement. Donc on se concentrera, bien sûr, elle va comprendre la rénovation légère, auquel on va rajouter des interventions sur tous les lots techniques, remplacement du système de chauffage, remplacement du tableau électrique, plomberie c'est difficile en appartement mais peu importe, et des interventions sur l'agencement, cloisonnement, placo. Donc la rénovation complète égale rénovation légère, bien sûr, parce qu'on va, si on fait tout, on fait la finition, plus réagencement complet. C'est un réagencement complet de l'appartement, en fait, il faut le voir comme ça. Réagencement complet de l'appartement, plus intervention sur les lots techniques. Vous remarquerez que la fourchette est quand même relativement grande, de 700 à 1200 € du mètre carré, on a beaucoup. Qu'est-ce qui fait cet écart ? C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, je fais une rénovation totale, mais par contre, je vais me limiter à démolir des cloisons, tout refaire, mais je ne vais pas changer mon tableau électrique, je ne vais pas changer mon système de chauffage, je vais réutiliser au maximum toute la distribution de plomberie existante. Et dans ces cas-là, dans les cas où on va réutiliser un maximum les installations techniques, on va être sur la fourchette basse. D'accord ? Si par contre on change tout le tableau électrique, tous les radiateurs, le système de chauffage, fuel, on le passe en pack, tous ces éléments-là, alors on passera dans la fourchette haute du budget annoncé. C'est ce qui coûte cher, hein. Généralement, les lots techniques coûtent cher pour peu de visuel. Voilà. D'où cette variation importante de fourchette. Et enfin, on a la rénovation lourde. La rénovation lourde, c'est tout simplement une rénovation totale ou complète. Donc typiquement, j'ai mon appart ou ma maison, je vais tout refaire à l'intérieur, auquel je viens rajouter des interventions plus ou moins importantes sur le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est tout ce qui vient toucher à la structure du bâtiment. C'est créer une ouverture dans un mur porteur, c'est recréer une belle ouverture pour avoir un accès sur sa terrasse, parce qu'aujourd'hui, il y a une pauvre fenêtre. C'est potentiellement refaire des éléments de charpente, parce que quand on a des éléments vétustes, c'est à refaire. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Rénovation lourde égale, là c'est très simple, rénovation complète, plus intervention sur le gros œuvre.
D'accord. À noter que là, c'est plutôt des éléments classiques qui sont prévus dans ces budgets-là. Typiquement, faire des ouvertures à droite à gauche, créer une ouverture pour un escalier, même si ça peut être un peu loin. Mais on ne parle pas de la charpente tombe en ruine, il faut tout refaire, ou il y a un mur entier de la maison qui tombe. D'accord. Dans ces cas-là, on est vraiment sur des choses spécifiques qui, nous vous le conseillons, demandent l'avis d'un professionnel. Voilà. Donc vous avez les 3 catégories qui vous permettent de vous situer plus ou moins fourchette basse et fourchette haute pour chacune de ces catégories. À noter que pour l'ensemble de ces prix qu'on vous indique, on choisit des matériaux moyens de gamme. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le bas de gamme des fournisseurs, hein, la gamme éco si on veut dire, mais on ne va pas non plus tomber dans des gammes prestige, luxe ou autres. On reste sur les catalogues standards des fournisseurs moyens de gamme, je ne sais le dire autrement. Notons aussi que ces rénovations, et y compris construction, ne prennent pas en compte l'aspect écologique, l'aspect durable du projet. D'accord ? Pour nous, c'est une priorité, ça ne l'est pas pour tout le monde, c'est pour ça qu'on l'aborde sur cet aspect-là. Notez aujourd'hui, si vous voulez fonctionner avec des matériaux biosourcés, c'est-à-dire vous restez dans un système constructif classique, mais vous faites appel à des matériaux plus respectueux de l'environnement, vous pouvez facilement rajouter 10% à l'ensemble des prix qui vous sont indiqués ici. Si vous voulez aller dans une conception durable, que ce soit pour de la performance, que ce soit pour de l'impact environnemental ou autre, c'est bien plus spécifique. On fera une vidéo carrément dédiée à cela, parce que la démarche, même en tant que conception, n'est pas la même. Et c'est passionnant, nous le conseillons fortement, mais ce n'est pas ici l'objet de la vidéo. Eh bien bravo, parce qu'à ce stade, vous avez déjà le 1, à savoir l'achat du terrain ou de la bâtisse ou de l'appart à rénover, et le 2, le coût des travaux à proprement parler de votre projet. Maintenant, on va s'attaquer aux frais annexes, c'est-à-dire, c'est pas un fourre-tout, mais c'est l'ensemble des éléments qui vont se rajouter à le coût d'achat de terrain et le coût des travaux. On va parcourir ensemble tout ce qui va se rajouter en fonction d'une construction neuve ou d'une rénovation, les lister, voir combien ça coûte et vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. On va commencer par la construction neuve. Tout d'abord, les frais de notaire liés à l'achat du terrain et les frais de l'agence immobilière. Vous avez un lien que je vous ai mis ici qui est tout simplement parfait pour avoir une estimation plus que précise des frais de notaire indépendamment du type de transaction que vous allez faire. Donc voilà, copier-coller, allez-y. Surtout pour ceux qui ont le mail, c'est encore plus simple que de recopier caractère par caractère. Les frais d'agence immobilière, notez qu'ils sont dans la grande majorité des cas, voilà, à la charge du vendeur. Oui. Parce que tout simplement, c'est lui qui a un bien à vendre et qui va donc faire appel au service de l'agence immobilière pour le vendre de manière plus simple, pour ne pas s'en occuper. À charge du vendeur. Il se peut que dans des cas très rares, moi je n'en ai pas encore croisé pour le coup, les frais d'agence soient à la charge de l'acheteur. Si tel est le cas, comptez 5%. Ça permettra de couvrir tous les cas de figure. D'accord ? Très bien. Maintenant, la viabilisation du terrain. Qu'est-ce qu'une viabilisation de terrain ? C'est tout simplement venir apporter sur le terrain l'ensemble des attentes techniques pour ensuite les déployer dans la maison. On va les passer en revue ensemble pour vous voyez de quoi on parle. Les eaux usées. Les eaux usées, c'est quand vous vous lavez les mains, quand vous prenez une douche, quand vous allez à la toilette, toutes ces eaux-là, elles vont dans un réseau qui s'appelle le réseau des eaux usées. Donc concrètement, c'est du réseau de tuyauterie souterrain et il faut qu'au niveau de votre terrain, vous ayez un regard dans lequel toutes vos eaux usées vont venir se rejeter. Vous avez ce qu'on appelle les eaux pluviales. Ce n'est pas systématique les eaux pluviales. Des fois, vous les traitez au niveau de votre terrain. Vous vous renseignez auprès de la commune. Les eaux pluviales, comme leur nom l'indique, c'est les eaux de pluie. Jusque-là, c'est simple. Vous avez l'électricité. L'électricité, c'est pareil, il faut que vous ayez une petite logette. C'est un petit machin jaune avec écrit EDF légèrement dessus, qui soit sur votre terrain. Vous avez le gaz. Le gaz aujourd'hui, savoir que dans les constructions neuves, vous allez avoir énormément de mal à passer du chauffage avec du gaz. Donc il n'est pas, j'ai envie de dire, il est plus essentiel. Voilà. Mais il est considéré quand même comme une attente technique. Si vous voulez fonctionner au gaz de ville pour différentes raisons, ou le gaz pour votre cuisinière, c'est bien de l'avoir. Eau usée, eau pluviale, électricité, gaz. Vous avez l'eau potable, parce que c'est mieux de boire. Et vous avez enfin les télécommunications. D'accord ? Donc en fait, il faut se renseigner et voir que vous ayez sur votre terrain l'ensemble de ces éléments-là. Le coût, si votre terrain n'est pas viabilisé, je vous ai mis de 5 000 à, pas 1 500, mais à 15 000 euros de travaux. Waouh, sacrée fourchette, on est du kit au triple. Eh bien oui, c'est-à-dire, imaginez, j'ai un terrain qui est non viabilisé,
qui est par contre à 20 mètres de la rue, et au niveau de cette rue, j'ai tous les réseaux qui passent. Les eaux usées passent, les eaux pluviales, l'électricité, le gaz. Donc qu'est-ce que j'ai à faire pour viabiliser mon terrain? Créer une ouverture, ou prendre les raccords qu'il y a, mais j'ai pas besoin d'aller très loin pour les chercher. C'est ça que je veux vous dire. Donc il y aura moins de temps, moins de travaux pour les chercher, on sera donc sur la fourchette basse de cette estimation. Si par contre votre terrain est totalement isolé dans la pampa et que vous avez les eaux usées qui sont à perpète, eh bien là, il va falloir aller les chercher loin. D'accord? Et là, ça coûtera forcément bien plus cher. Donc, on anticipe un peu sur un autre chapitre, mais peu importe. Quand vous regardez un terrain, essayez de vérifier ces éléments-là, c'est super important. Je vous ai mis un lien vers un article qu'on a fait, où je passe un peu plus de temps à vous expliquer les éléments. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Pourquoi est-ce important? Bah voilà. Coût caché qui peut vite monter. En gros. D'accord? Ne pas l'oublier, s'il vous plaît. Le bornage du terrain. En quoi consiste le fait de borner un terrain? Borner un terrain, c'est de dire, bah voilà, mon terrain, aux yeux de la loi, des géomètres surtout, hein, il appartient de tel point à tel point. Il est vraiment référencé. D'accord? Je suis capable de dire si le mur limitrophe de mon terrain est à moi ou appartient au voisin. Vous allez me dire, on s'en fout, je ne vais pas construire ma maison contre le mur, j'ai la place du terrain, tout va bien. Bah pas tant que ça, parce que le jour où il y a un souci, on se pose toujours la question de à qui appartient le mur en question. Typiquement, le mur tombe, et bah, qui doit le réparer? Et bah, c'est celui à qui il appartient la plupart du temps. Hein. Donc le bornage du terrain, s'il n'est pas réalisé, c'est important. Voilà. Donc, dans la plupart des cas, il est réalisé. Hein. Typiquement, normalement, on a un terrain, on sait où ça commence, on sait où ça finit, on sait à qui appartiennent les limites, mais il se peut, dans certains cas de figure, que bah, pour une raison X ou Y, ça n'a jamais été fait, un terrain qu'on découpe, ou on ne s'est jamais posé la question, ce qui arrive souvent hein, sur des coins de campagne, qu'on ne sache pas concrètement à qui appartiennent les limites. Donc, si non réalisé, voilà, important pour déterminer les limites de votre terrain. Pourquoi c'est important? La raison principale, c'est 6 soucis au niveau des limites de votre terrain. Une faïence, un mur, n'importe quoi qui a en limite séparative d'un terrain qui a un souci, bah, il faut savoir à qui ça appartient. Il est important de savoir qui doit réparer. Voilà. C'est souvent ça, hein. C'est le cas qu'on veut tous éviter. Ensuite, on a ce qu'on appelle les honoraires d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est pas obligatoire. Si vous n'êtes pas du métier et que vous n'avez pas de temps à allouer à votre projet, comptez-les directement. Ça, c'est l'architecte. Ça, c'est le maître d'œuvre. Ça, c'est la plus-value liée au constructeur de maisons individuelles. C'est-à-dire, vous allez voir, prenez un modèle d'une construction, prenez un modèle d'un constructeur de maison individuelle, regardez combien il vous le vend, faites l'estimation du budget selon les petits 2 et venez rajouter 8 à 15% et vous allez, rajouter l'ensemble des frais annexes, vous allez vous rapprocher du prix annoncé par le constructeur. D'ailleurs, vous verrez qu'il se situe généralement au-dessus. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre chapitre. On regardera ça ensemble. Donc, c'est l'honoraire d'accompagnement. Cela, vous n'en avez pas forcément besoin si vous voulez faire de l'autoconstruction. Hein, le but de tout ce qu'on fait aujourd'hui étant de vous aider à tout simplement diminuer ces honoraires, à moins faire appel à des gens et vous pencher de plus en plus vers l'autoconstruction. On est convaincu qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, des variations dans les prix de matériaux, de l'inconnu sur les énergies, de l'inconnu sur plein de choses financières, il va falloir aller chercher des manières de tout simplement d'économiser de l'argent. Et puis on va se retrouver vers plus de temps pour nous-mêmes pour faire des choses. Donc, n'hésitez pas à vous passionner pour la construction, à essayer de faire des choses par vous-même. On va essayer de vous donner tout le contenu pour ce faire. Ensuite, on a les honoraires d'études. Alors les études, il y en a beaucoup. On peut faire des études sur tout et n'importe quoi, mais vraiment. Mais là, on va compter celles liées à la construction neuve et à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Auxquelles vous ne pouvez pas échapper, corrigeons. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la G2 Pro. Qu'est-ce que c'est? La G2 Pro, c'est une étude de sol. L'étude de sol, c'est l'étude qui va vous dire si le sol il est bien ou si le sol il est pourri. Notez que c'est très important, ça peut faire exploser votre budget si le sol n'est pas bon. Disons qu'on va prendre l'exemple de la région de l'Alpe, la périphérie de Lyon. On est obligé, pour respect de ce qu'on appelle une cote Orgel, de descendre à 80 cm de profondeur. Si à 80 cm de profondeur, le sol est solide, suffisamment solide pour accueillir le poids de la maison, tout va bien.
Si par contre il n'est pas bon et qu'il faut descendre à 2,50 m, là ce n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faudra creuser jusqu'à 2,50 m, mettre des fondations qui sont appuyées sur un sol à 2,50 m, et donc ça rajoute beaucoup plus de matière, beaucoup plus de manœuvre et beaucoup plus de matière. Ce qui veut dire, inévitablement, un coût bien plus élevé. D'accord? Donc ça, c'est une étude qu'il ne faut pas négliger. Étude de sol, impérative. Pourquoi on la met au stade G2 Pro? Parce que étude de sol, il y a du G1 jusqu'à la G5 qui correspondent à différentes phases de votre projet. D'accord? La G2 Pro étant celle, j'ai envie de dire, la plus avancée et adaptée pour définir un projet de conception. C'est celle qui va déterminer le plus précisément les caractéristiques techniques de votre sol et qui va donc vous permettre d'aller optimiser derrière la structure de votre maison. Si vous n'avez pas la plus grande précision sur les données, alors vous n'allez pas pouvoir dimensionner au plus précisément les éléments. Si vous êtes dans le flou, vous allez surdimensionner et donc forcément payer un peu plus cher. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, G2 Pro, G2 Pro, SVP. Voilà. Vous oubliez les G1 pour économiser 500 balles, parce que derrière, vous allez soit en perdre, soit avoir des surprises, soit ne pas en gagner. D'accord ? Grosse fourchette de prix parce que ça va dépendre de qui vous faites passer, de la localisation, de s'il y a eu un bureau d'études de sol proche ou loin. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'étude thermique. Celle-là, pareil, elle est obligatoire. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui s'intéressent un peu à la construction, depuis le 1er janvier 2022, on est passé de la RT 2012 à la RE 2020. Ça a été accueilli comme quelque chose de fabuleux écologiquement parlant. C'est pas si fou que ça, mais du tout. On y en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, vous devez prévoir entre 400 et 1200 euros pour la réalisation de cette étude. D'accord ? Pareil, version 400 euros, vous allez chercher un truc en ligne où vous envoyez des plans et ils vous font quelque chose de générique en 2 secondes. Version 1200 euros, vous avez un partenaire qui va aller chercher des optimisations en fonction de ce que vous voulez. Donc soit vous êtes dans le premier budget, on en revient, première catégorie, et vous dites moi c'est du mètre carré à un endroit donné et donc il faut l'étude obligatoire au minimum de choses, vous allez sur les bas budgets. Soit vous êtes dans une mentalité de performance énergétique, d'optimisation énergétique. Et donc là, vous allez chercher un partenaire qui soit quand même plus cohérent. D'accord ? Notez que tout ça, c'est le rôle du maître d'œuvre, de l'architecte ou du constructeur de s'en occuper. Alors, je dis une connerie. C'est le rôle du maître d'œuvre et de l'architecte d'aller chercher tous leurs partenaires pour vous faire les éléments, bien sûr. Mais pour le constructeur de maison individuelle, lui, il a l'étude thermique, mais la G2 Pro, c'est à vous de lui fournir. On a un chapitre détaillé pour le fonctionnement du constructeur de maison individuelle, mais on ne peut pas rentrer dans l'intégralité aujourd'hui. Retenez ces 2 études, c'est important, c'est obligatoire. Pour vous sécuriser, pour optimiser les coûts et la performance de votre maison dans le cas de l'étude thermique. Ok ? Si pas clair, n'hésitez pas avec les questions en commentaire, je me ferai un petit plaisir de tout vous répondre. Toujours dans la construction neuve, on a la taxe d'aménagement. Taxe d'aménagement, pareil, c'est la surprise, on l'oublie tout le temps, mais alors ça loupe jamais. Donc vous prenez le lien, vous le suivez, et c'est le gouvernement qui vous met à disposition un petit Excel royal, vous avez juste à remplir avec des données que vous allez chercher sur le site de la mairie ou autre, et on vous donne, tadam, le montant de la taxe d'aménagement. D'accord ? Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pareil, si vous avez des petits soucis pour le remplir ou autre, vous le dites aux commentaires, je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui, mais on peut le faire par adjonction une autre fois. Okay ? Vous avez ensuite la participation pour le financement de l'assainissement collectif, PFAC, et la participation pour voirie et réseau, PVR. Oh là là. Qu'est-ce donc que ces choses-là ? Il arrive parfois que la mairie fasse par elle-même le réseau d'assainissement pour l'ensemble de sa commune et toutes ses voiries. Et qu'elle demande bien évidemment aux gens qui construisent au sein de leur commune une participation à tous ces travaux. Voilà, tout simplement. Donc vous ne l'avez pas systématiquement, vous ne l'avez pas à des coûts égaux en fonction des communes, donc c'est variable, très variable. Demandez, hein, il n'y a pas de miracle pour ça, demandez à la commune concernée les modalités de calcul. Okay ? Vous avez sur internet plein de petites estimations d'éléments qui sont plus ou moins vrais, hein, on ne va pas se mentir. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui est valable, c'est celle-là. Vous demandez à la commune les modalités de calcul et vous n'oubliez pas que ce truc, ça existe. À titre indicatif, vous comptez une fourchette 500-2000 euros pour, au tout départ, quand vous n'avez pas la flemme de les contacter, ça suffit. Okay ? Ensuite, on a l'assurance dommage ouvrage, la fameuse. Celle-ci, on pourrait faire une vidéo dessus, mais ce n'est pas l'objet, on sera un peu plus bref.
Le coût est 2 à 4% du montant des travaux et retenez qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire que vous fassiez de la construction ou de la rénovation, c'est une assurance qui est obligatoire. Le seul cas dans lequel vous pouvez vous en passer, c'est quand vous faites de la rénovation légère. Pourquoi ? Aujourd'hui, l'assurance dommage ouvrage est une assurance d'avance, c'est-à-dire qu'elle va avancer les frais liés à un sinistre qui normalement relève de l'assurance de responsabilité décennale de l'entrepreneur. D'accord ? C'est-à-dire des sinistres qui ont lieu sur la solidité de l'ouvrage, sur le gros œuvre, sur la solidité, le bâti. Imaginons, il y a un souci fissure sur un mur en plein chantier, il y en a qui tombent. Et le temps que l'assurance responsabilité décennale du maçon rembourse l'ensemble, votre chantier il peut être arrêté. Le temps de trouver la responsabilité, d'où ça vient, ça peut durer très longtemps. Si vous avez une assurance dommage ouvrage, ils prennent le cas et il n'y a pas de sujet, les frais sont avancés le temps que cela se dégoupille avec l'entreprise concernée. Si vous n'en avez pas, vous attendez. Autre cas très dangereux, imaginons vous ne souscrivez pas d'assurance dommage ouvrage, vous faites la construction, tout se va bien, vous vendez la maison au bout de 5 ans, 2 ans plus tard, le nouveau propriétaire a un problème sur le gros œuvre, vous pouvez être, en tant que particulier, responsable de la réparation et donc du paiement de tous les frais. Ça peut aller très loin. Donc on ne néglige pas, d'autant plus qu'elle est obligatoire. Il n'y a pas de sujet cependant. Et donc enfin, on va terminer avec les extérieurs. Par extérieur, il faut comprendre l'ensemble du jardin, si vous mettez des arbres, si vous les mettez en valeur. Le mieux étant de mettre en valeur les extérieurs plutôt que de venir créer quelque chose de totalement nouveau. Les pelouses à l'américaine, c'est pas top écologiquement parlant, même si c'est très joli. Les arbres qui sont en place sur un terrain, on essaie de les garder et de les valoriser plutôt que de les couper et d'en mettre des tout neufs qui sont minuscules. Voilà, il y a toute une démarche derrière qu'il faut prendre en compte, mais c'est un autre sujet. Donc là-dedans, vous avez votre jardin, vous avez le portail d'accès, vous avez le chemin d'accès, tout ce qui est extérieur à la maison. On a compté 5 à 7% du coût des travaux, logiquement parce que plus la maison est grande, plus on aura tendance à avoir le jardin qui va avec. Bien sûr, si vous n'avez pas de jardin, il n'y a pas de coût lié à ce poste-là, donc c'est 0%. En rénovation d'un appartement, bien évidemment, vous serez à 0%. Mais voilà, comptez, si vous avez un espace extérieur à traiter, portail à mettre en place, vous comptez cette fourchette-là, plutôt bas de la fourchette si on n'est que sur du jardin, plutôt haut de la fourchette si on intègre un portail et des éléments. Si vous avez des exigences très spécifiques, chemin pavé, chauffé, enfin des choses un peu, je dirais pas exagérées, mais vous m'avez compris, alors ça peut être l'objet d'une étude spécifique. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des études pour littéralement tout. Il y a des paysagistes ou des bureaux d'études en VRD qui peuvent faire des études très spécifiques pour de la maison individuelle. À noter que les maîtres d'œuvre ou architectes sont normalement très capés techniquement pour pouvoir gérer ce genre d'études, c'est notre cas. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc à savoir. Écoutez, on est pas mal là. Donc si j'ai bien compris, on a le coût du terrain, on a le coût des travaux pour la maison, et on a déterminé tous les frais annexes qui sont liés. Donc si vous faites 1, plus 2, plus 3, vous avez votre atterrissage budgétaire, la première estimation de votre projet de construction de maison. Donc, félicitations. La rénovation, qu'en est-il de la rénovation ? Commençons par regardons, je vais y arriver un jour, tout ce qui concerne la construction neuve, parce qu'on ne va pas en rajouter beaucoup. Allons-y. Donc qu'est-ce qu'on s'était noté ? On avait les frais de notaire, l'achat de terrain, frais d'agence immobilière. C'est le même cas de figure, pas de frais de notaire à l'achat du terrain, mais vous en avez pour l'achat de la bâtisse ou de l'appartement à rénover. Le même lien fera très bien l'affaire. Frais d'agence immobilière, c'est la même chose, normalement à la charge du vendeur. La viabilisation. 2 cas de figure, soit vous achetez un appartement et la question ne se pose pas trop, dans la mesure où un appartement est déjà viabilisé par le promoteur lors de sa construction. Par contre, si vous achetez une ancienne bâtisse, une grange ou quelque chose, maison à rénover, la question peut se poser. Pour les modernes, pour les récentes tout du moins, non. A priori, les viabilisations sont toutes réalisées. Mais pour des anciennes fermes, il peut arriver pour une raison X ou Y qu'il n'y ait pas la télécommunication, qu'il n'y ait pas l'électricité, même si c'est de plus en plus rare, cela peut arriver. Autre cas de figure, si vous achetez un terrain où il y a plusieurs bâtisses pour une raison X ou Y, par exemple l'habitat participatif, c'est cool, renseignez-vous bien sur le fait que chacune des bâtisses soit viabilisée. Imaginons, vous en avez 3 avec 3 familles qui vont loger. La première sera dans un bâtiment viabilisé, certes, mais il faut que les 2 autres le soient aussi. Donc voilà. Posez la question quand c'est l'achat d'une maison ou quelque chose avec une grange, quelque chose.
Le bornage du terrain. Bon, bah, pour un appartement, c'est rapide. On ne va pas le borner entre ses murs. C'est déjà fait. Normalement, c'est déjà existant pour quelque chose à rénover, mais pareil, c'est une question que l'on doit se poser. Les honoraires d'accompagnement sont toujours valables. Bien évidemment, la fourchette basse pour quelque chose de très simple, la fourchette haute pour quelque chose de très compliqué. La taxe d'aménagement, bah non, c'est déjà quelque chose d'existant, à part si vous rentrez dans le cas où vous allez vous taper à construction d'un bâtiment en plus, par exemple. Donc, on se pose la question. FAC et PVR, si vous n'êtes que sur de la rénovation sans construction neuve en plus, pareil, il n'y a pas besoin d'en s'en soucier. L'assurance dommage ouvrage, eh bien, j'imagine que nous n'avons pas besoin de restatuer sur le fait qu'elle est obligatoire, donc on n'économise pas là-dessus, s'il vous plaît. Et les extérieurs, eh bien, cela va dépendre que ce soit une rénovation d'une grange, quelque chose d'existant, ou d'un appartement. À cela, qu'est-ce que l'on vient rajouter ? Eh bien, cela va dépendre de la typologie de votre travaux, mais vous pouvez avoir des diagnostics, en fait. C'est ça que je ne veux pas que vous oubliez pour la rénovation. Par diagnostic, j'entends, vous avez un appartement ancien, avant 97, pour être précis. Imaginons, il a été construit dans les années 90, 93, hein, au hasard. Et vous allez faire une rénovation totale. Pour ceux qui se souviennent, on démolit tout et on refait. Très bien. Sauf que pour tout ce qui a été autorisé avant 97, on a ce qu'on appelle de l'amiante. L'amiante, c'est quelque chose qui est dangereux pour la santé, qui est interdit maintenant dans tous les types de travaux. Mais quand on va rénover une vieille bâtisse ou un vieil appartement, on peut se trouver avec de l'amiante. Donc, oui, vous allez me dire, lorsque j'achète, il y a un diagnostic qui est fourni. Ok, mais c'est un diagnostic pour la vente. Si vous avez prévu de tout démolir, vous devez faire ce qu'on appelle un diagnostic pour les travaux. D'accord ? Où là, vraiment, on va aller, vous voulez démolir les sols, vous allez faire un trou dans les sols. Vous voulez démolir le plafond, vous allez faire un sondage. On vérifie l'ensemble et on s'affranchit de tout risque. Donc, des diagnostics. On a là-dedans l'amiante, bien évidemment, mais pas seulement en fait. On peut avoir le plomb, pollution pour certains sols, mais retenez pour la rénovation que vous pouvez avoir si vous avez de la démolition, des diagnostics amiante et plomb. Je mettrai au propre toute la liste en reprenant les éléments de la construction, mais voilà, vous savez tout pour la rénovation. Donc voilà, félicitations, de la même manière, 1, plus 2, plus 3, et vous avez votre atterrissage pour la rénovation, la première estimation budgétaire. C'est cool, ça va vous aider beaucoup. À noter que ces estimations donc seront à affiner. Plus votre projet va avancer, plus vous aurez des éléments pour préciser les inconnus et donc affiner les fourchettes que je vous ai données. À noter aussi que ces prix peuvent varier géographiquement parlant. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'on constate dans la région Rhône-Alpes, surtout proche Lyon et sa périphérie. Maintenant, ça peut varier un petit peu. Ce ne sera pas du qui tout double ni l'inverse, mais ça peut varier. Soyez-en conscients. Et un dernier sujet qu'on n'a pas abordé tout au long de la vidéo, c'est celui des aides financières. On n'a pas abordé parce que ce sera l'objet d'une autre vidéo et d'un autre chapitre, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Ça existe même pour la construction neuve, il y en a. Mais les principales sur lesquelles on aimerait vous sensibiliser, c'est tout ce qui est rénovation énergétique. Quand vous attaquez à une rénovation, s'il vous plaît, pensez à la rénovation énergétique. Pensez à l'optimisation de vos performances thermiques, à mieux isoler, à prendre le bon système de chauffage. N'allez pas, s'il vous plaît, enlever du fuel pour mettre une PAC dans une passoire thermique. Voilà, il y a tout un raisonnement. On y viendra, on vous fera une vidéo spécifique là-dessus, mais voilà. N'oubliez pas, vous avez des aides, essayez de vous renseigner sur ce qu'est la rénovation énergétique le temps qu'on vous prépare la vidéo. Voici qui permet de terminer notre première vidéo sur la manière de définir son premier budget, sa première estimation budgétaire. On espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Le but étant qu'on puisse s'améliorer pour que ça vous convienne. Concernant ce bloc-notes, toutes ces notes, je vais les mettre en forme, compléter si je pense à d'autres éléments pour que ça puisse vous servir et vous puissiez l'utiliser. Pour le recevoir, c'est très simple, c'est ce que je vous disais. On va mettre un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous nous donnez votre mail et on vous envoie donc ce document mis en forme dans la foulée. Et puis enfin, n'oubliez pas le classique du YouTube s'il vous plaît, le petit j'aime qui va bien, le je m'abonne, et on vous dit donc à très bientôt pour la suite des vidéos sur Frasil, l'école de la construction ou de la rénovation.